Du côté de l'Europe occidentale maintenant, les 12 de la communauté européenne pourraient bientôt se retrouver à 13. La Suède va vraisemblablement demander son adhésion en 1991. C'est en tout cas le mandat qu'a donné aujourd'hui le Parlement suédois à son gouvernement. Jusqu'ici, la politique de neutralité de la Suède avait empêché ce pays de rejoindre la communauté européenne. Et les sociodémocrates au pouvoir s'étaient réfugiés derrière cet argument pour maintenir leur indépendance. Mais même eux se sont rendus compte aujourd'hui de l'intérêt qu'il y a à participer au marché commun. Un intérêt économique, bien sûr. La Suède connaît pour l'instant une forte inflation et vit sous le régime d'un plan d'austérité draconien, et des échanges plus faciles avec les autres pays européens lui feraient sans doute beaucoup de bien. Pour ceux qui font déjà partie de la communauté européenne, un sommet important doit se tenir à Rome à la fin de la semaine. Un sommet des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi plusieurs réunions ministérielles. On y reparlera évidemment des difficultés récentes du GATT, mais encore de la poursuite de l'unification européenne en matière politique, économique et monétaire. Les partis politiques présents sur l'échiquier européen se préparent eux aussi. Et les présidents des trois principaux d'entre eux, il se fait qu'ils sont tous trois belges, M. Spitals, M. Martens et M. De Klerk, se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles. Serge Flamé. 15e étage d'un grand hôtel bruxellois ce midi, déjeuner au sommet des présidents des trois grandes familles politiques européennes, tous trois belges, Guy Spitals pour les socialistes, Willy De Klerk pour les libéraux et Wilfried Martens pour les démocrates chrétiens. 2 heures plus tard, les mêmes, devant la presse, dans un grand exercice d'unanimité européenne. Je suis heureux de constater une très grande convergence pour ce qui doit se faire à Rome. Et c'est vrai que les trois partis ont des vues très largement convergentes sur la transformation de la communauté économique en une vraie Union européenne, en une Europe fédérale. Vues convergentes sur l'union monétaire, sur l'union politique, sur le citoyen européen de demain et sur le renforcement des institutions. Ce qui est important pour la marche en avant vers l'union politique et la réalisation de l'union monétaire et économique, c'est que, heureusement, les trois grandes familles politiques qui représentent ensemble plus des 2/3 du corps électoral européen sont d'accord sur les grandes orientations. C'est ça qui est important. Reste une question, quel est l'impact d'une rencontre comme celle-ci? Quelle sera son influence sur les travaux à venir? C'est une image forte de voir trois hommes qui peuvent s'affronter, qui doivent s'opposer d'ailleurs pour qu'il y ait démocratie sur les dossiers économiques et sociaux, etc., dire ensemble, bon, on peut s'opposer sur le contenu, mais ce qu'on veut ensemble, c'est une Europe. Le mauvais temps en Europe ne s'est pas signalé que par le froid et les tempêtes de neige. En mer du Nord, il y a aussi eu tempête tout court. Un bateau de pêche britannique a fait naufrage et plusieurs plateformes pétrolières ont dû être abandonnées. Et ce n'est pas tout. Des vagues de 12 mètres de haut ont arraché une partie du chargement d'un bateau allemand au large des Pays-Bas. Des fûts contenant des produits toxiques sont tombés à la mer et dérivent quelque part, on ne sait pas exactement où. De quoi nous rappeler qu'il n'existe toujours pas de législation internationale sur le transport par mer des marchandises dangereuses. Nicole Brichet. Ces fûts sont tombés d'un navire allemand au large de Den Helder, aux Pays-Bas. 10 d'entre eux contiennent chacun 170 litres de propatène. Ils sont trop lourds pour flotter, leur contenu est dangereux pour le milieu marin. 11 autres de couleur verte flottent avec chacun 200 litres de produits toxiques, inflammables et corrosifs. Ils ont été emportés par la tempête, vent de force 9, vagues de 12 mètres. Les fûts étaient arrimés sur le pont, une mesure toujours appliquée pour les produits dangereux afin d'éviter les risques d'incendie. L'intérêt du navire ne rejoint pas toujours celui de l'environnement. Il n'existe pas de législation très stricte en la matière. C'est le capitaine qui est responsable de la cargaison. Le code de transport des marchandises dangereuses lui impose certaines précautions. Elle n'empêche pas les fûts tombés à la mer. Une pollution qui en rejoint une autre, celle des pétroliers qui nettoient leurs réservoirs en haute mer. Les services maritimes du Pas-de-Calais avaient donné l'alerte. Ces fûts risquaient d'atteindre les côtes belges. À Bruxelles, au secrétariat d'État à l'environnement, on ne s'inquiète pas, les vents devraient plutôt les pousser vers le nord. Cette lente dérive au large d'une mer du Nord poubelle semble laisser beaucoup de monde en état d'indifférence.
En Belgique, nouveau licenciement chez Philips. Après les 272 pertes d'emplois annoncées à Bruxelles la semaine dernière, Philips et ses filiales annoncent maintenant la mise au chômage de 343 travailleurs chez MBLE et de 45 autres dans l'usine de Wavre. Philips poursuit ainsi sa politique de restructuration, une politique indispensable si la grande multinationale veut survivre. La ville de Liège aussi a des difficultés financières. Elle doit étaler la dernière tranche de sa dette qui s'élève à 32 milliards d'ici la fin du mois et, si possible, obtenir des taux d'intérêt plus favorables. Mais le ministre de tutelle, Alain Van der Biest, se rend compte que Liège ne pourra jamais supporter des remboursements annuels de plus de 3 milliards. Il estime qu'il faudrait diminuer la dette globale de 10 milliards au moins. Il s'est donné 1 an pour trouver une solution. Budget encore, mais à propos de celui de la région wallonne maintenant. Les perspectives sont heureusement moins dramatiques à la région qu'à la ville de Liège, ce qui explique peut-être qu'il y avait très peu de parlementaires aujourd'hui à Namur pour voter le budget 91. Pierre Marlet. Le budget 91 tient en 3 chiffres. 92 milliards 3 de recettes, 110 milliards 2 de dépenses, le décompte est vite fait, le solde est de 17 milliards 900 millions. Un montant qui correspond aux sommes engagées en matière d'investissement où, bien entendu, les travaux publics se taillent la part du gâteau, qu'il s'agisse des routes ou des voies hydrauliques avec le fameux ascenseur de Strépitieux. Mais ce qui caractérise ce budget, c'est sa prudence. Il s'intègre au plan triennal 89-90-91 qui jusqu'ici a évité le recours à l'emprunt. Plutôt qu'une dette qui s'envole et un solde budgétaire qui se creuse, ce plan doit inverser la tendance à l'horizon 2000, comme le montrent les courbes jaunes. Mais cela ne veut pas dire que rien ne change dans le budget 91. Outre la hausse du fonctionnement des ministères, la part des communes est encore augmentée d'1 milliard 100 millions, alors que l'aide aux entreprises diminue, elle, de 900 millions. Cela aux grandes dames de l'Union wallonne des entreprises. Mais à la région wallonne, on réplique à la critique du tac au tac. C'est un budget actualisé. Cela veut dire qu'effectivement, de jour donner les mêmes montants, est une erreur. C'est ça, je crois, la valeur d'un budget, c'est de pouvoir à un moment donné bien apprécier les besoins. Nous les avons appréciés et si nous tenons à la région wallonne ce que le présent exécutif a fait pendant 3 ans, nous avons la certitude que tous ceux qui ont affirmé que la région courait vers la catastrophe, ce sera le démenti le plus formel, disons, de ces affirmations qui conduiraient à avoir une Wallonie qui désespérait alors que nous voulons une Wallonie qui en veut. Une Wallonie qui en veut, mais qui dans l'immédiat doit faire face à l'augmentation des dettes du logement social contractées jadis par l'État central. Et cette année, il y a eu aussi le fameux milliard 200 millions donné à la communauté française. Et à cet égard, Denise Nélis, pour Écolo, a regretté le manque de clarté de l'opération. Quant au PRL, sa critique est plus générale. Il manque de l'argent pour sustenter à la fois la région et à la fois la communauté. Et tout ce que la région pourra faire pour la communauté ne sera jamais que quelques gouttes d'eau dans un gouffre à peu près sans fond dans l'état actuel des choses. Et Arnaud de Cléty de prôner une renégociation de la loi de financement avec l'État central, car la situation n'est pas plus brillante à la communauté flamande. Mais en attendant, le budget wallon a été adopté aujourd'hui, majorité contre opposition. Budget toujours, c'est pour soulager un peu celui des pouvoirs publics en général, après celui des entreprises, que s'est développé le marché des titres repas. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. À l'origine, ces titres repas ne pouvaient être utilisés que dans les restaurants. On en a ensuite étendu l'usage aux magasins d'alimentation et aux grandes surfaces qui disposent d'un rayon d'alimentation. Mais les autres commerçants étaient exclus de ce pactole. À Liège, en tout cas, ils ont trouvé une parade. En toute légalité, rassurez-vous, il suffit simplement d'un peu d'astuce. Philippe Lamère. Jusqu'à présent, les titres repas ne peuvent être utilisés que dans le secteur Horeca ou les magasins d'alimentation. Les titres repas représentent un marché de près de 14 milliards. Ce marché est appelé à se développer, mais une grande majorité de commerçants n'en profitent toujours pas. L'association Le Commerce Liégeois juge cette situation intolérable et a décidé de réagir. Depuis peu, certains de ses membres acceptent les titres repas, bien que n'ayant aucun lien avec le secteur alimentaire ou Horeca. C'est une réaction face à ce que ces commerçants considèrent comme une inégalité dont profitent selon eux surtout les grandes surfaces. La démarche de l'association vise aussi à faire pression sur les négociations que mène actuellement l'Union des classes moyennes avec le ministre Busquin. Un moyen de pression tout à fait légal grâce à une astuce commerciale, administrative et juridique. Puis-je payer avec un titre repas, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, madame. Je vous remercie. Okay.
On vient d'accepter dans votre magasin des titres repas alors que vous ne faites pas partie du secteur Horeca. Pourquoi? Mais si, je fais partie maintenant du secteur Horeca. J'ai pris une annexe à mon registre de commerce pour vendre des produits alimentaires. Et je me suis inscrit à la SMAP. Comme ça, je peux recevoir mes clients qui ont des titres repas et les servir comme ils le désirent. Si un client le demande, êtes-vous prêt à lui céder votre bocal d'oignons? Mon cher monsieur, je suis tout prêt à lui vendre et surtout à lui rendre service. Il suffisait d'y penser. Consommation encore, une mauvaise nouvelle pour les fumeurs. Le Conseil des ministres a décidé que le paquet de cigarettes augmentera d'1 franc dès le 1er janvier 1991. Et enseignement maintenant. La grève des enseignants a parfois des conséquences curieuses. Ainsi, des parents d'élèves de l'internat de l'Athénée royal de Ciney se sont vus demander récemment le paiement de la pension de leur enfant pour les jours de grève. Ils ne sont évidemment pas d'accord. Luc Herman. Quand les enseignants sont en grève, les écoles se vident, tout comme les internats. Plusieurs milliers d'élèves internes n'ont donc pas fréquenté leurs internats pendant un mois au moins, et leurs parents se sont abstenus de payer. Leurs enfants risquent l'exclusion de l'internat, mais une astuce subtile vient de leur être proposée. Elle fait bondir cette maman. Je veux dire, ça me fait bondir d'autant plus que c'est un summum d'hypocrisie. Parce qu'on considère que les enfants ont été tout simplement absents, comme s'ils avaient fait l'école buissonnaire. On leur demande de procurer un certificat médical attestant qu'elles ont été malades pour telle ou telle raison. Alors que le directeur sait pertinemment bien que les professeurs étant en grève, il était impossible aux enfants de se rendre à l'école. Cette petite lettre de l'internat pour filles de l'Athénée de Ciney vaut la peine qu'on s'y attarde. Elle est adressée aux parents d'internes. Première menace, tout interne en retard de paiement d'un mois sera exclu de l'internat et replacé à l'externat. Mais comme cette mesure est un peu raide, on adoucit, et voilà l'astuce. Les absences pour cause de maladie dont la durée ininterrompue atteint au moins 16 jours calendrier sont remboursées. Alors un certificat médical et tout rentre dans l'ordre. Curieux tout de même, les élèves n'ont pas tous été frappés de rhumatisme au même moment pendant les grèves. Nous avons rencontré l'administrateur de l'internat. Je n'ai jamais demandé un certificat médical. J'ai dit, moi je suis d'accord de vous rembourser si votre fils ou votre fille a été malade. Et pour autant que j'ai un certificat médical à l'appui. Et comment les parents jouent le jeu alors? Bon, alors les parents jouent le jeu ou ne le jouent pas, dans la mesure où je leur ai dit, moi je n'ai pas d'autres possibilités actuelles, je n'ai pas reçu aucune directive ministérielle me permettant d'envisager une autre possibilité. Bon, si vous estimez que votre fils ou votre fille a été malade, envoyez-moi le certificat médical, je régularise. Application en toute bonne foi d'une disposition légale prévue dans le règlement. Restait à savoir comment le ministre responsable de l'enseignement comptait s'y prendre pour régulariser cette situation pour le moins étonnante et quelles consignes il allait faire parvenir aux écoles. Je viens de signer une circulaire disant qu'il pourrait y avoir remboursement au prorata du nombre de jours durant lesquels les internes ont été absents pour raison de grève. Mais dans une période bien déterminée, entre le 22 octobre et le 27 novembre. Donc durant cette période, les élèves ou leurs familles ne seront pas tenus d'acquitter le prix de la pension. Fini les certificats médicaux bidons, maintenant les circulaires devront parcourir les labyrinthes administratifs avant de parvenir dans 15 jours aux écoles concernées. Enseignement encore. Après la grogne et la grève dans l'enseignement francophone, c'est maintenant l'enseignement en Flandre qui est en ébullition. Une nouvelle manifestation des étudiants flamands a eu lieu aujourd'hui dans les rues de Bruxelles contre le projet de décret du ministre flamand de l'enseignement, Daniel Koens. Betty Cleren. Ils étaient venus très nombreux de tous les coins de Flandre, représentant 8 universités et toutes les écoles supérieures non universitaires, dont les élèves réclament des subsides sociaux, la suppression du droit d'inscription et une synergie accrue avec les universités proprement dites. Parmi celles-ci, la VUB bruxelloise était forcément très bien représentée, président du conseil d'administration et recteur en tête. Les frappes de plein fouet et que nous sommes, par ailleurs, solidaires avec la lutte des étudiants. Très peu d'incidents finalement, grâce à un service d'ordre étudiant efficace et bien organisé, la gendarmerie n'a quasiment pas dû intervenir. Mais derrière l'aspect folklorique du cortège, il faut percevoir l'exigence d'un débat de fond sur la démocratisation de l'enseignement et son rôle dans la société actuelle.
Le ministre, il a une loi qui nous permet plus d'avoir la démocratie dans les universités. La dislocation en fin d'après-midi s'est faite dans un calme tout relatif aux alentours de la gare du Midi, où certains, emportés par leur enthousiasme sans doute, n'ont pas hésité à occuper les voies à plusieurs reprises, provoquant ainsi perturbations et retards dans le trafic ferroviaire du soir. Quant au trafic routier, dans la capitale, n'en parlons pas, l'heure de pointe a été encore un peu plus difficile que d'habitude, malgré quelques incitants à un départ plus rapide des étudiants. Soins de santé. Comme d'autres secteurs hospitaliers, la psychiatrie va connaître une profonde restructuration. Un tiers des lits psychiatriques seraient condamnés à disparaître. Il faut dès lors trouver des solutions de rechange. C'était l'objet d'un colloque organisé aujourd'hui à Namur par la Fédération des institutions hospitalières de Wallonie. Georges Tilquin. Selon une enquête réalisée en Wallonie, un tiers seulement des patients retrouvent une vie normale après un passage en hôpital psychiatrique. Par contre, plus de la moitié nécessite une aide permanente pour leur hygiène élémentaire. Aujourd'hui, l'asile pour aliénés a fait son temps. En revanche, les hôpitaux sont massivement sollicités pour soigner un éventail extrême de défaillances du corps et de l'esprit. Mais n'y a-t-il pas en la matière des abus et certaines pathologies ont-elles vraiment leur place en soins intensifs? C'est la question. Dès qu'on admet qu'il y a une pathologie, il a sa place à l'hôpital. Mais par contre, je crois que ce que l'hôpital doit se préparer à faire, c'est aller vers l'extérieur. Nous devons actuellement mettre en place des programmes de prise en charge extra-hospitalière. Le temps hospitalier va se réduire. On va traiter les gens, la phase aiguë, de façon plus brève à l'hôpital, mais il y a un relais qui devra se faire à l'extérieur après. Et ça, je crois que c'est vraiment important pour tous les hôpitaux psychiatriques. En Belgique, ce sont les institutions chrétiennes qui assurent une grosse part des soins psychiatriques. Et dans ce contexte, le colloque Synergie de Namur n'a pas qu'une portée académique. Il prend les allures d'un groupe de pression politique visant à infléchir les projets gouvernementaux qui, à terme, doivent aboutir à la suppression de 6000 lits psychiatriques en soins intensifs. On imagine qu'en relâchant, m'excuse du terme, une série de malades mentaux, sans se préoccuper vraiment du suivi externe, on va solutionner les choses. J'ai un peu l'impression que parfois on voit les problèmes plutôt sous l'angle purement économique ou macroéconomique et pas toujours en y mettant, je dirais, les précautions pour rencontrer les aspects humains. C'est ainsi que la réforme ne prévoit pas, je dirais, des programmes de formation du personnel dont certains devront quitter l'établissement psychiatrique pour s'occuper des structures extramurales. Il n'y a rien prévu non plus pour faire en sorte que les collectivités locales soient préparées à recevoir ces patients dans leur environnement. Un décès aujourd'hui aussi dans le monde universitaire. C'est un historien que l'on a vu souvent à la télévision ces dernières années qui est mort à 76 ans. Jacques Wilquet, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était professeur à l'Université libre de Bruxelles depuis 1961. Il avait aussi été le conseiller historique du ministère des Affaires étrangères. Il avait publié nombre d'ouvrages sur l'histoire contemporaine en général, celle de la Belgique et du Congo belge en particulier. Il était aussi le biographe de Paul-Henri Spaak et du roi Albert Ier. En sport, le Standard de Liège vient de signer une prolongation du contrat qui le lie avec le joueur israélien Shalom Tikva. Tikva jouera au Standard jusqu'en juin 1992. Mais c'est ce soir même à 20h10 que doit commencer le match retour entre Borussia Dortmund et le Football Club d'Anderlecht en huitième de finale des Coupes d'Europe. Richard Debert nous rappelle l'enjeu de la partie. Objectif d'Anderlecht, la qualification pour les quarts de finale de l'UEFA. Avantage pour l'équipe d'Ademos, un seul but, œuvre collective ponctuée par Mark van der Linden. Van der Linden, l'absent de ce soir pour blessure, alors que De Wolf sera lui en mesure de tenir sa place au sein d'une défense renforcée, indispensable pour endiguer les assauts du Borussia Dortmund. Reportage en direct dès 20h10 sur Télé 21. Oui, rappel aux amateurs, sur Télé 21, vous rejoindrez Dortmund à l'instant même. C'est à 23h05 que vous avez rendez-vous avec François de Brigode pour JT dernière, après une soirée intéressante aussi sur notre antenne. Les copains d'alors, ce sont aujourd'hui ceux d'Étienne d'Avignon, et juste avant, sur la une, il y a aussi C'est à voir et le Pakistan. De toute façon, il vaut mieux ne pas sortir ce soir. Monsieur Météo nous annonce qu'il va faire froid, très froid, et plus froid encore les jours suivants. Bonne soirée donc à tous sur l'une ou l'autre de nos antennes. Et à demain.
Les averses à caractère hivernal persisteront cette nuit, un orage est aussi possible. Demain, les nuages se reforment rapidement, ils seront séparés par des éclaircies. Avant midi, les averses reprendront et elles peuvent s'accompagner d'un orage. Le centre de la dépression, qu'on remarque sur la Scandinavie, se dirige vers le sud, ce qui ne fait pas notre affaire, car d'autre part, l'anticyclone centré sur l'océan se décale vers l'est, et ces mouvements combinés ont eu pour effet de provoquer une accélération de la vitesse du vent. Cet après-midi, comme vous pouvez le voir, les nuages d'averses se bousculaient sur la mer du Nord. Demain, la dépression arrivera en Méditerranée, les averses hivernales vont persister, le vent augmentera et l'impression de froid sera plus grande. Vendredi, les averses disparaissent et les éclaircies s'élargissent. La nuit de vendredi à samedi sera froide, les minima variant de -5 à -10 degrés. Dimanche, le temps sec et froid va persister, les maxima variant de 1 degré à la mer à -4 degrés en Ardennes. Les minima cette nuit se situeront entre -1 degré en Ardennes et 4 degrés à la mer, et demain après-midi, les maxima vont osciller de 0 à 6 degrés. Sur les routes, il n'y a pas trop de problèmes au nord du sillon Sambre-et-Meuse, il faudra cependant vous méfier des averses. Par contre, au sud, les routes secondaires sont toujours couvertes de neige. 1934-1949, les 15 dernières années de la vie de Richard Strauss, une époque qui manquait singulièrement de romantisme et que ce maître du genre traverse cependant, non sans compromission d'ailleurs. Le sublime compositeur du poème symphonique Also sprach Zarathustra ou encore du Chevalier à la rose tenait un rôle ambigu au sein du Troisième Reich. Ce document nous aidera à éclaircir cet épisode scabreux de la vie de Richard Strauss entre romantisme et résignation.